Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous dans cette émission. Comme d'habitude, de Vox Hebdo sur Vox TV, retombée de l'accord RDC-Rwanda signé aux États-Unis, interdiction aux étrangers d'exercer dans le secteur des taxis-motos, réaction à l'arrêté sur la liste des partis politiques publié par le ministre en charge de l'Intérieur. Avec moi sur ce plateau, Guy Benoît de Victor, journaliste et analyste politique, Albert Mianzoukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, et Jean-Clotaire Imbou, directeur de publication du journal Présence économique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau. Je vous invite à suivre ce reportage pour que nous abordions notre premier sujet. Quelles sont les attentes que les survivants et les compatriotes que nous avons dans les zones occupées peuvent avoir? Comme je le disais, l'accord est un accord de paix qui entérine donc aussi le retour de l'autorité légitime de l'État congolais dans les zones occupées. Ce retour nous permettra, nous, en tant que gouvernement congolais, que ce soit le gouvernement central de Kinshasa ou le gouvernement provincial du Nord et du Sud Kivu, de justement répondre à ces attentes de nos populations. Cela veut dire que les questions de retour de déplacés, que ce soit des réfugiés ou des déplacés internes, auront une interface légitime pour justement interagir avec nos acteurs ou nos partenaires humanitaires différents qui vont faciliter les retours dans les zones ou dans les communautés d'origine de ces personnes déplacées. Cela voudra aussi dire que nous pourrons, avec des efforts concentrés sur ces zones affectées par ces années d'occupation, ou plutôt ces mois d'occupation, nous permettre justement d'injecter des ressources, de concentrer nos efforts justement sur la réhabilitation, sur la prise en charge de ces populations dans des domaines différents, à savoir les domaines de la santé, à savoir les domaines de l'éducation. C'est un retour de l'État congolais aux côtés des populations qui, pendant ces derniers mois, étaient livrées justement à des forces qui occupaient avec violence et avec force le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons vu cet accord signé entre le gouvernement de la RDC et celui du Rwanda le 27 juin sous l'égide des États-Unis. C'est pour mettre la paix en RDC. Alors, Albert, comment peut-on comprendre cet accord? Est-ce que il est suffisant pour que les hostilités cessent à l'est de la RDC? Je pense visiblement que l'accord en soi n'est pas suffisant parce que il s'agit quand même d'une trentaine d'années de frustration, de crispation, de récrimination, au point que aujourd'hui dire qui est en cause dans cette partie de la République démocratique du Congo et s'arrêter là n'est plus visiblement suffisant. On parle d'accords signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est un fait, mais derrière eux, ceux qui gravitent autour de leur pouvoir, de leur responsabilité passée et prochaine, ce sont pas les seuls acteurs que nous pouvons déterminer aujourd'hui sous la formule de Alliance de libération du fleuve Congo ou M23 ou FDLR. Ce sont des gens qui ont, surtout pour les FDLR qui datent quand même de 1994, il y a eu aussi des bourgeonnements d'autres, les Ouazalendo, on n'en entendait pas parler, en tout cas pour nous ici en République démocratique, en République du Congo, jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont là et ils ont leurs alliés, leurs sous-alliés, leurs responsabilités ethniques, politiques, économiques. Donc c'est compliqué. Mais l'avantage dans un accord de paix, c'est que effectivement il s'agit d'un accord et que ceux qui se meuvent sous sa puissance, sous sa responsabilité, sont tenus de le respecter. Ici, les chances de respect résident en une seule personne, c'est Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, qui, avec sa, je dirais,
sa subtilité d'éléphant dans une boutique de porcelaine bouscule tout et dit tout haut ce que d'habitude la diplomatie tait, en disant voilà, moi vous me donnez ce dont j'ai besoin et puis je vous garantis la paix. Autrement, il n'y a pas de raison que mes militaires aillent mourir pour des causes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc c'est un peu ça la garantie. Mais la garantie qui tient à un seul homme, est-ce qu'elle va tenir 3 ans? Parce que c'est les années qui restent au régime Trump au pouvoir. Est-ce que celui qui lui succédera prendra le relais, prendra le témoin lui aussi pour garantir ça? N'oublions pas que ces accords ont été signés d'abord en 2021, donc sous Monsieur Joe Biden, qu'ils n'ont jamais vraiment fonctionné. Alors maintenant, il s'agit de croire que Monsieur Donald Trump, qui dit tout haut ce que les diplomates cachent, que cet accord-là donc va fonctionner, nous l'espérons. Espérons. Alors, Guy Benoît, quand on regarde l'accord signé entre les deux gouvernements, mais nous savons que le Rwanda, jusque-là, refuse qu'il le soutient, les M23. Est-ce que, comment le Rwanda peut-il garantir la paix? Est-ce que c'est possible? Bien. Merci beaucoup. Je crois que pour mieux analyser, il faut que nous comprenions que ça fait plus de 40 ans que cette zone-là bouillonne. Et plus de la RDC et le Rwanda ne sont pas encore affrontés face à face. C'est pas personne interposée. Et quand on va signer RDC, Rwanda, sans tenir compte de ceux qui se battent sur le terrain, je crois que c'est hasardeux. C'est hasardeux parce que cette crise-là a beaucoup de ramifications. Et il y a beaucoup d'intérêts en jeu au sein, dans cette zone-là. Vous voyez, ça ne regarde pas seulement le Rwanda. Le Rwanda lui-même aussi parfois est parrainé. Imaginez-vous que le Rwanda soit parrainé. Qu'est-ce que garantie on va donner à la RDC? Parce que le Rwanda ne va pas là-bas de son propre chef. Ne soutient pas la M23 de son propre chef. Le Rwanda, lui, est aussi, s'il faut le dire hautement, est aussi parrainé. Il y a beaucoup d'intérêts des Occidentaux là-dedans. Est-ce que ces intérêts sont intéressés? Est-ce qu'ils sont d'accord? Parce que le problème, ce n'est pas de faire partie Tshisekedi au pouvoir. Non. Il faut apprivoiser tout ce qu'il y a dans cette zone-là. Et ça, c'est les intérêts des Occidentaux. Donc, ben voilà. Et dans ce moment-là, quand on signe Rwanda RDC, le M23 n'obéit pas à la RDC. Vous voyez? Mais la AFC Alliance pour l'Alliance du fleuve commun n'obéit pas à la RDC. Ils n'obéissent pas à la RDC. Et le Rwanda n'obéit pas à l'Ouganda. Mais voilà, mais le Rwanda n'obéit pas à l'Ouganda. Mais les FDLR n'obéissent pas au Rwanda. Comment vous allez faire? Vous voyez déjà comment il y a ramification. Le Rwanda va donner les ordres à qui? À quelle organisation? C'est un accord. Ben voilà, donc juste, moi je trouve que c'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil parce que, pour dire vrai, mais les Américains sont à la base de tout ce qui se passe là-bas. Mais ce sont les Américains qui sont à la base. Et dans cette affaire-là, les Occidentaux, tous, trouvent leur compte là-dedans. On ne va pas dire que d'autres Occidentaux ne trouvent pas de compte. Est-ce que les Chinois n'exploitent pas là-bas aussi? Est-ce que les Russes n'exploitent pas là-bas aussi? Vous voyez, ils vont partir comment? Tant qu'ils ont envie de vider toute la substance qu'il y a dans cette zone-là, tout ça là, c'est pour nous embrouiller. Et moi, je crois que c'est pour nous embrouiller. Il faut aller à la véritable paix. Si on avait associé tous les belligérants sur la table, on aurait compris. Mais si on ne prend que les deux États qui ne s'affrontent pas entre eux, ils ne s'affrontent pas là. Ils ne s'affrontent par personne ou par groupe armé interposé. Bon, et à vrai dire, ils n'ont pas aussi la même mise sur ces groupes-là. Ils n'ont pas la même mise. Vous voyez, ils n'ont pas la même mise. Pensez-vous que Kabila qui est là-bas avec ces gars va partir parce que le Rwanda a dit, nous, on va plus donner les armes. Vous êtes sûr? Vous pensez-vous que M23 va dire, bon, désormais c'est fini aussi comme les Américains ont dit?
Mais imaginez-vous que dans ces groupes-là, il y a aussi les panafricains qui pensent que désormais l'Afrique doit avoir son indépendance. Est-ce qu'ils vont obéir aux Américains? C'est ça aussi, il faut savoir. Mais il peut y avoir des gens comme ça qui pensent que l'Afrique aux Africains. N'est-ce pas? Mais ces gens-là n'obéiront jamais à l'adhésion de Donald Trump. Ils n'obéiront jamais. Et donc, il faut que la RDC fasse extrêmement attention. Oui, le pouvoir de Kinshasa peut signer pour avoir des garanties pour qu'on ne le chasse pas. Parce qu'en réalité, si on y prend garde, c'est sa tête qu'on cherche. C'est la tête de Tshisekedi qu'on cherche. Et s'il va là-bas pour se protéger, pour protéger sa propre tête, c'est normal qu'il le signe. On nous dit, bon, toi, tu vas rester jusqu'à la fin de ton mandat, mais nous, on va, parce que Donald, on demandait qu'on signe. Est-ce qu'il n'a pas eu de garantie? Il n'a rien à gagner dedans, là. C'est que, moi, vous me donnez ce que moi je cherche, je vous garantis, la paix, toi, tu restes là où tu es, l'autre toujours est bon, mais en même temps, moi, je prends l'uranium, je prends tout ce qu'il y a comme bien. C'est cela. Donc, cher ami Chrysostome, il faut comprendre que tout ça, moi, je crois que c'est hasardeux et c'est de la politique aussi. Ok, c'est hasardeux, c'est de la politique. Jean Clotaire, l'accord Rwanda-RDC, est-ce que cet accord peut éviter d'attiser les tensions ou de sécuriser ou de mettre la paix dans cette zone aujourd'hui en proie des troubles? Je crois qu'il faudrait quand même que nous puissions dire d'abord la question de la paix. Et la paix a un prix. Tout le problème qu'il est là, c'est de savoir mais quel est le prix qu'il faut justement donner à cette paix-là. Parce que les accords ont été signés, nous le savons tous que c'est pour des intérêts qui sont purement économiques. Et quel est l'intérêt de la RDC aujourd'hui? De se retrouver avec des minerais qui vont être extraits dans la partie là où il y a de conflits pour être traités au Rwanda et expédié aux États-Unis. C'est une question qui est essentielle parce que tant que vous avez traité sur la base du commerce et pour lequel on nous fait croire que c'est sur cette base-là qu'il y aura la paix, là où il y a ce que tout le monde vient de décrire ici, n'oublions pas qu'il y a quelques jours, l'armée ougandaise a multiplié ses troupes dans l'est de la RDC. Au cours d'une opération qu'ils avaient signée avec l'État de la RDC. Parce que tout simplement, tout un chacun arrive pour dire « je vous garantis vos intérêts ». Si un État aujourd'hui se permet de, sur la base d'accords commerciaux, et se dire que nous allons vous céder ceci, les terres rares, pour le dire le plus franchement du monde, parce que les États-Unis n'ont plus un accès facile dans le même type de commerce avec la Chine pour ce qui concerne les terres rares, ils se retournent donc vers la RDC qui sera la prochaine source d'approvisionnement des terres rares pour l'industrie américaine. Je ne crois pas, je ne pense même pas un seul instant qu'il va y en avoir parce que non seulement qu'ils ont signé aux États-Unis, mais ils ont laissé l'ensemble des belligérants qu'il y a sur le terrain. Vous allez signer en seconde zone à Doha. Mais cela est grave. Parce que tout simplement, ça montre que ce que vous y avez là, les armes que vous y avez, les positions que vous avez prises, tout ça n'intéresse pas les États-Unis. Ce qui intéresse les États-Unis, je vous garantis que vous allez rester là et nous allons tous faire le commerce ensemble. Mais quel est l'intérêt de ces peuples qui sont dans cette zone pour le commerce que ces grandes puissances vont faire? Voilà la question. Ok, voilà la question. Je pense que tout est mis en œuvre pour que l'Est de la RDC puisse retrouver cette paix et nous pensons que toutes les puissances s'impliqueront parce que les populations sont en train de souffrir. Nous allons passer à notre deuxième sujet et nous allons d'abord regarder ce reportage. Le syndicat des professionnels du transport au Congo qui a constaté une léthargie concernant le décret qui interdit aux étrangers vivant en République du Congo d'exercer le transport en commun par les taxis motos et le transport des marchandises par tricycle mène depuis un moment une campagne de vulgarisation auprès des usagers de ces moyens de transport. Cette mesure au profit des jeunes au chômage est ici appréciée par certains et boudée par d'autres. Dans tous les pays du monde, il y a des secteurs qui sont réservés pour les citoyens du pays. Et je pense que ce n'est pas contre si on protège d'autres secteurs.
pour que le citoyen congolais puisse en bénéficier en premier, moi je pense que c'est profitable pour les citoyens congolais. Automatiquement, ça va réduire le chômage. Je suis de la RDC. J'ai une femme congolaise, j'ai 3 gosses avec moi à la maison. Tous mes enfants partent à l'école avec ce travail. Bon, si l'État stoppe ça aujourd'hui, quel serait le sol de mes enfants et ma femme? Il y a une autre manière à laquelle on peut discipliner le travail là pour tous ces étrangers là. Ils vont faire rentrer l'argent dans la caisse de l'État. À Kigali, il y a les taxis moto. Ils ont créé une cabine au bord du goudron que le taxi moto paye un taxe le matin, un ticket pour toute la journée, soit 2000 francs. Tu payes cet argent, tu as le droit d'exercer ton travail jusqu'à 0 heure. La moto peut faire entrer beaucoup d'argent dans la caisse de l'État, mais l'État est en train de négliger ça aujourd'hui. Les étrangers là sont pour servir l'État. La FESI-TPC qui accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ce décret s'attelle ainsi à identifier les étrangers exerçant ces types de transports en commun dans différents endroits. Et ça sort d'un constat qui a été fait par des autorités et nous avions constaté que la plupart des actes de braquage, des braquages, des vols des motos, c'est beaucoup plus des étrangers qui le font dans notre secteur. Nous avions des listes de parking et dans ces listes de parking, nous demandons au président de parking de nous donner les identifications de chaque conducteur qui exerce dans le parking. Nous qui gérons ce secteur, nous savions que dans telle zone, nous avions tant d'étrangers, dans tel parking, nous avions tant d'étrangers. Il a par ailleurs souligné l'implication de la force de l'ordre dans la réussite de cet engagement en faveur de la jeunesse congolaise sans emploi. Nous défendons les intérêts de ces jeunes conducteurs des mototaxis, mais ceux-là aussi doivent être appuyés par la force publique. Selon les résultats récents d'un contrôle de taxi-moto mené par la Fédération syndicale des professionnels du transport au Congo, 5223 jeunes Congolais exercent dans ce secteur contre 1235 étrangers à Brazzaville. Alors, nous avons vu là donc cet élément qui fait part de l'interdiction aux étrangers d'exercer dans le secteur des taxi-moto. Alors, Clotaire, quand on regarde ce secteur, est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont à mesure de combler tous les besoins dans ce secteur de transport des personnels ou des personnes? Ben, c'est pas, j'ai entendu le chiffre qu'il y a eu là. J'ai bien compris qu'il y avait 5000 jeunes qui exerçaient ce métier, il faut dire qui est précaire, par rapport à 1000 et quelques étrangers qu'il y a là, et que ce qui est tout à fait normal que l'État puisse réglementer ce secteur qui devient aujourd'hui totalement anarchique avec des questions de sécurité. Mais le vrai problème que nous avons, c'est que depuis pratiquement l'indépendance de notre pays, donc depuis pratiquement 1960, nous avons 1000 lois qui interdisent aux étrangers d'exercer une activité commerciale chez nous, au Congo. La dernière loi a été initiée par la ministre Adélaïde Mourani, dont on n'a jamais vu l'application. Vous avez bien vu les images qu'il y a là. Il y a même les taxis-motos, ou plutôt même pas les taxis-motos, mais le pain qui est transporté par des motos, tout ce qu'il y a qui est totalement interdit par la loi. Je ne vois pas comment est-ce que nous Congolais de Brazzaville, qui avons toujours tendance à refaire la roue, avons toujours tendance à créer de nouvelles lois qui existent déjà, que nous puissions cette fois-ci arrêter ce qui est en train de se faire. Parce que ce secteur que nous appelons aujourd'hui le transport dans les... c'est un secteur qui n'est pas structuré. Commençons d'abord par structurer ce secteur. Et quand on en finira justement d'en mettre les normes, parce que c'est ce qui manque justement chaque fois que nous légiférons dans ce pays, c'est que si on ne nous dit pas qu'il manque les textes d'application, on nous dit qu'il manque les normes. Et chaque fois, nous nous retrouvons dans des situations qui sont ponctuelles, avec des opérations ponctuelles qui nous ramènent chaque 2 ans, chaque 3 ans à ne refaire que les mêmes choses. C'est pour ça que je le dis, qu'à tourner la roue, à refaire la roue en longueur de journée, nous ne voulons pas. Ok, nous ne voulions pas. Albert,
les taxis motos, aujourd'hui, on demande aux étrangers de ne plus exercer. Est-ce que les Congolais sont en mesure de prendre le relais? Parce que il n'y a pas que dans le transport en commun, comme Clotaire l'a dit, d'autres secteurs aussi regorgent d'étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, les étrangers, les Congolais peuvent être capables de remplacer les étrangers? Valablement, oui, c'est possible. D'un point de vue technique, c'est possible. Nous avons de nombreux jeunes, une masse de jeunes qui aspirent à un premier emploi et qui pensent avoir trouvé dans l'exercice du métier de mototaxi un palliatif, une solution à cette situation. Ça n'est pas techniquement impossible ni difficile. Mais le problème, c'est que nous parlons du Congo et nous avons toujours, avec la fermeté des lois qui viennent ou qui promettent de l'être, nous avons toujours des passoires, des trous. Quel est le Congolais, le premier qui va refuser de se voir proposer un billet de 5 000 francs pour voir, je sais pas, n'importe quel expatrié de redevenir ou devenir sur le champ congolais, jouissant de tous ses droits. Et donc, bon, voilà, à l'Assemblée, une fois, le ministre d'État Nsilou avait répondu à un député qui disait, ben oui, mais bon, vous voyez, lorsque nous regardons bien, ce ne sont pas des Congolais. Bon, les Congolais, ça ne se juge pas au regard, c'est pas le délit de faciès que nous allons instaurer, mais bien une application de règles de droit. Donc, qui a la carte d'identité dans ce pays? Qui a la carte d'identité qui certifie et certifiera pour longtemps qu'il reste congolais? On a l'impression de tous les petits exemples qui surgissent ici et là que tous les documents qui nous caractérisent, qui nous désignent comme des Congolais, ben sont des documents faciles à trouver, en tout cas pour certains. Et le plus difficile, c'est le passeport. Donc voilà, mais le passeport, il est difficile pour les Congolais. Là aussi, nous avons des communautés étrangères qui se baladent avec leur lot de passeports, parfois même diplomatiques. Et voilà, c'est ça qui est malheureux. Donc, oui, les Congolais, l'interdiction de ce métier-là aux étrangers est tout à fait possible, mais est-ce que nous le pouvons? Est-ce que nous le pouvons? Guy Benoît, l'intervention des étrangers, est-ce que vraiment c'est une grande menace pour la sécurité des Congolais? Là, nous sommes dans les taxis motos. Bien, merci beaucoup. Je crois que le doyen Albert m'a subtilisé toutes les idées ou l'argumentaire que j'allais développer pour démontrer que c'est encore une démarche hasardeuse. C'est hasardeux de faire comme ça dans la mesure où le pays tel qu'il est là, il y a plus fort à faire, il y a plus utile que ça. Parce que s'il y a des étrangers, ils ne sont pas seulement dans les taxis motos, mais ils fabriquent du pain, mais ils sont dans l'eau, mais ils fabriquent les yaourts, mais ils fabriquent aussi les gâteaux, mais ils sont dans les taxis. Toute l'économie est dans les mains des étrangers. Et c'est que c'est ça le plus fort des maux que souffre le Congo. Vous voyez ça? Donc, si on veut assainir la République, ça ne serait pas par des petits motos. Et là où je dis que Albert m'a subtilisé toute l'argumentaire, c'est quoi? Mais qui est Congolais qui ne l'est pas? Comment saura-t-on que celui-là est Congolais, celui-là n'est pas Congolais? Puisque, aujourd'hui, ce n'est pas facile de connaître le nombre de Congolais qui détiennent les cartes nationales d'identité. Ils sont combien? La plupart de ces jeunes-là, bien que Congolais de père et de mère, mais il n'y a que le père et la mère qui peuvent le prouver. Eux-mêmes, ils n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont pas de papiers pour démontrer qu'ils sont Congolais. Et alors, combien d'étrangers détiennent par devers eux les titres congolais? Ils en sont nombreux. Allez dans la rue pour vous rendre compte, allez à côté pour vous rendre compte que la plupart des étrangers qui sont ici ont tous des pièces d'identité congolaises. Mais il y a des Congolais apatrides chez eux. Comment on va faire? Mais avant d'atteindre l'objectif, mais il faut aussi travailler avec les forces de l'ordre. Est-ce que pour 1 000 fois 2 000, ils ne vont pas laisser l'étranger travailler? Puisque nous savons que
notre société est gangrénée par la corruption. Parce que quand on fait ça, ce qui va arriver, c'est quoi? Il faut seulement observer la société. La plupart des vélos, quand on arrête là, quand c'est le vélo de l'étranger, ça sort facilement. Moyennant quelques billets de banque. Mais quand c'est pour les Congolais, on gagne. Mais la plupart des autorités militaires ou policières, mais ils font dans l'intervention. Même dans les boutiques. Alors, dites-moi, est-ce que fait comme ça, on va réussir? Ou bien ça c'est la chasse à l'homme qu'on va faire? Parce que pour déterminer le vrai Congolais, est-ce que c'est par rapport à l'intégration linguistique ou culturelle? Les seuls qu'on peut découvrir, on peut attraper que c'est les gars, c'est ceux qui ont qui utilisent les mots qui ont une consonance étrangère. Même si c'est Congolais. Qui ont un accent étranger. Ah bah? Hein? Toriaki, quand on dit Toriaki, là on sait que celui-là c'est un étranger. Mais s'il dit bien Toriaki, comme ceux qui sont autour de nous qui parlent, qui manipulent bien le lingala et le français, dites-moi, vous êtes déterminé l'étranger par rapport à quoi? Puisque eux, ils ont les cartes nationales d'identité. Puisque ils ont les actes de naissance congolais. À qui, comment? Donc, il faut assainir et d'abord, au niveau de ceux qui délivrent les pièces nationales d'identité. Si on ne va pas là-bas, il faut traiter le mal en amont. Au lieu de venir en aval, il n'y a rien là. Moi, je crois, ça c'est mon analyse de journaliste. Donc, on ne peut pas rentrer comme ça, et comme si le moins de... Attends, mais les vélos qu'on voit dans la partie nord du pays là-bas, mais j'ai appris vers Vinzala, on a tué quelqu'un là. On lui prenait son vélo. C'est un étranger. Mais c'est un Congolais qui a tué le propriétaire du vélo. Il a appris à Kinkala, il a mis dans la forêt là-bas, il le tue. Lui, il a vu le vélo. Mais c'est pas l'étranger. Mais aller au nord là-bas, mais ce ne sont pas les étrangers seulement. Ce sont les étrangers seulement. Quand on vole ici, on fuit avec, vers 45, on change les pièces. Hein? Et c'est seulement les étrangers. Non, il faut soigner le mal à la racine. La société est gangrénée par un mauvais ver. Il faut les stirper du fruit pour que on atteigne les objectifs. Sinon pas, ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que le décret dont on parle, mais ça sort pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Ok? Mais les étrangers, mais ils sont dans tous les commerces, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire là? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire là? Mais attends. Mais allez au marché pour vous en boire. Mais l'eau que tu bois. Est-ce que les étrangers n'en vendent pas dans la rue là? Ils sont mais les gâteaux, mais les yaourts. Oui. Hein? Mais la nourriture. Mais le pain. Mais les étrangers, attends. Donc moi je crois que c'est des farces que les jeunes gens là laissent ça. Parce que ça n'aura pas d'impact. Les policiers déjà feront passer ces gardes. Moyennant un billet de 5 000, il va laisser passer l'étranger. Ok. À la frontière, ça se passe, non? Comment ils font? Merci. Les sachets ont été interdits. Comment ça rentre? Oui. Ça rentre par les frontières, là. Ok. Qui fait passer? Oui, merci beaucoup, Guy Benoît. Merci de vos arguments. Nous devons évoluer et je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après.